tous et bienvenue à Shanghai pour ce 4e numéro des startups qui inventent un nouveau monde. Shanghai, 24 millions d'habitants, capitale économique et symbole de la démesure chinoise. Des mesures déjà avec des chiffres astronomiques, 1,3 milliard d'abonnements au téléphone mobile, 500 millions de smartphones devraient se vendre en 2015 en Chine qui compte déjà 700 millions d'internautes et encore, un Chinois sur 2 seulement peut se connecter. La Chine n'est plus seulement l'atelier du monde, elle ne se contente plus de copier les produits occidentaux. Désormais, elle accélère et investit dans l'innovation et les nouvelles technologies. Avec comme locomotive des géants qui font rêver, Alibaba, WeChat ou encore Xiaomi, des modèles pour les milliers de startups technologiques qui voient le jour chaque année au pays du capitalisme d'État. Ces startups sont les vraies stars du CES de Shanghai, un événement car c'est le premier Consumer Electronic Show en Asie. Alors l'empire du milieu a-t-il les moyens de détrôner la Silicon Valley américaine? Je vous propose un voyage étonnant et insolite au cœur de ces startups chinoises, de Shanghai à Pékin, en passant par Hangzhou. Mais tout de suite, plongez dans ce CES pour découvrir les grandes tendances et les dernières nouveautés. Avec ce premier Consumer Electronic Show en Asie, la Chine adresse un signal fort au monde entier. En substance, ça y est, notre pays s'est maintenant inventé, innové, créé, bref, il est prêt pour affronter les grands défis liés aux nouvelles technologies. Alors ici, s'il vous plaît, oubliez Apple et Google. À Shanghai, ce sont les marques asiatiques et surtout chinoises qui jouent à domicile. Elles occupent donc la majorité des stands, des téléviseurs incurvés Hisense à la réalité virtuelle des lunettes Huasai. En passant par les drones KDX connectés à votre montre et qui vous suivent à la trace, jusqu'à cette balance intelligente qui vous indique quand passer à table ou faire de l'exercice. Pas étonnant que les objets connectés soient encore une fois la grande attraction du salon. La Chine deviendra le premier marché mondial du secteur l'an prochain, devant les États-Unis. Nicolas Ducret travaille à Shanghai pour le fonds d'investissement français Iris Capital. La Chine a produit des objets connectés pour les sociétés du monde entier depuis longtemps. Et maintenant, les sociétés chinoises se décident à lancer leurs propres produits et éventuellement à l'international. Nous investissons en Chine parce qu'on observe un déplacement du centre de gravité de la technologie vers l'Est et vers la Chine en particulier. Et il faut être présent sur place pour identifier les sociétés les plus innovantes pour éventuellement investir. Grande star aussi du salon, les robots. Voici Slamware de la marque chinoise Slamtech. Déposez-le dans n'importe quel espace ouvert, il se baladera d'abord tout seul pour réaliser une cartographie très précise des lieux, comme ici dans le hall du salon. Si vous êtes perdu, il se montrera ensuite très utile. Si un client veut aller dans un magasin en particulier, il peut simplement cliquer sur le plan ou sur ce bouton. Le robot se déplace et je n'ai plus qu'à le suivre jusqu'à la boutique ou à l'endroit où je veux me rendre. Nos clients en Chine, c'est par exemple les aéroports ou les centres commerciaux. Ils vont utiliser ce robot pour aider leurs clients à se repérer, mais aussi pour faire de la pub. Enfin, la plupart des grands constructeurs automobiles mondiaux se sont donné rendez-vous à Shanghai pour dévoiler leurs dernières innovations technologiques liées à la voiture autonome, celle qui se conduit toute seule. Les enjeux sont colossaux quand on sait que la Chine, premier marché sur la planète, est la terre promise de l'automobile. Allez, je vais faire un petit tour là. Bon, c'est bon, là, j'ai honte là. Bonjour William Baobin, vous êtes donc associé chez SOS Ventures, vous êtes aussi le directeur du China Accelerator, c'est tout simplement l'un des plus gros accélérateurs de start-up en Chine. Alors merci beaucoup d'avoir accepté cette interview ici au CES. William Baobin, comment expliquez-vous que la Silicon Valley chinoise se trouve plutôt à Pékin qu'à Shanghai? Pékin est au cœur de l'excellence académique. C'est aussi le lieu du pouvoir politique. Quand les multinationales ont installé leurs sièges sociaux et leurs centres de R&D en Chine, la plupart ont choisi de le faire à Pékin. Elles voulaient être proches des instances du pouvoir et des lieux de formation, comme l'université de Pékin, Beida, car on y trouve beaucoup de professeurs et de savoir-faire technique. Ces grandes entreprises ont attiré des start-up. Et ces startups ont attiré des investisseurs. William, vous avez vécu en Californie. Est-ce que vous sentez la même folie pour les startups ici que dans la Silicon Valley? Oui,
Parfois, c'est même encore plus fou. Encore plus fou? Oui. 3 des 6 plus grosses entreprises mondiales du web, en termes de capitalisation boursière, se trouvent ici, en Chine. À L3, elles pèsent environ 700 milliards de dollars. Qui sont-elles? Donc vous avez Tencent, Baidu et Alibaba. Vous avez dû entendre parler d'Alibaba récemment. Le groupe vaut plus qu'Amazon ou Facebook. C'est un géant du e-commerce. Ce qui est intéressant, c'est que les mastodontes occidentaux, comme Google ou Facebook, se déploient dans le monde entier, alors que les leaders chinois sont focalisés sur leur marché domestique. Mais ça commence à changer. William, pensez-vous que Pékin peut concurrencer San Francisco? Je pense que le focus et le marché sont différents. En Chine, les 700 millions d'internautes utilisent leur smartphone. Ce sont des mobinautes. Aux États-Unis, c'est différent. Les gens se sont d'abord mis au PC, puis au mobile. Le smartphone est venu dans un second temps. En Chine, la toute première expérience de l'Internet se fait sur téléphone mobile. Du coup, les attentes des internautes, les services qu'ils demandent, la façon de payer sur le web, tout cela est différent en Chine, dans la Silicon Valley ou en Europe. Pas étonnant que Shanghai accueille le CES, c'est la vitrine libérale du pays. Pourtant, il ne faut pas négliger Pékin, la capitale. Malgré son image moins moderne, c'est bien là que se trouve le berceau des principales innovations technologiques. Sans plus attendre, je vous propose de partir à la découverte justement de cet écosystème de Pékin. Selon le gouvernement, sur place à Pékin, il y aurait 50 nouvelles startups qui se créent tous les jours. Alors comment cet écosystème fonctionne-t-il dans un pays où le capitalisme n'est pas encore vraiment assumé? Qui sont ces entrepreneurs qui prennent tous les risques pour devenir eux aussi des millionnaires chinois? Regardez tout de suite ce reportage. Le cauchemar de Pékin, c'est ça, les bouchons, interminables. Avec 20 millions d'habitants et toujours plus de voitures, la capitale chinoise est l'une des mégapoles les plus embouteillées du monde. Dans ces conditions, livrer un pli ou un colis en ville se transforme en galère sans nom. Les startups rivalisent d'ingéniosité pour révolutionner ce marché de la livraison et la palme revient à Zhenjian Kuaidi, créé en 2012 par Chiechin, cet ancien logisticien, a inventé le Uber de la livraison. Chaque habitant peut donc jouer les coursiers à ses heures perdues. Voilà comment se commandent 4 cafés à Pékin. Alors, j'ai le choix entre 2 services, acheter ou faire livrer. Je choisis acheter et je vois qu'autour de moi, il y a 21 personnes connectées qui se portent volontaires pour être coursier. Alors, j'appuie sur ce bouton et je dis, je voudrais 4 cafés mocha. Aussitôt, une jeune femme se manifeste et accepte d'assurer la livraison contre 3 €. 14 minutes plus tard, elle est à la porte avec les 4 cafés. Elle fait partie du million de coursiers volontaires que compte Zhenjian Kuaidi sur toute la Chine. Principalement des jeunes, des cols blancs très connectés. Je suis directrice des ventes dans une entreprise qui installe des câbles Internet. Quand je suis en déplacement pour aller voir des clients et que c'est pratique pour moi, je prends des commandes pour des gâteaux ou des fleurs. Parfois, je fais même des livraisons pour des documents. C'est parfait pour arrondir ses fins de mois. Elle peut gagner 80 € en plus en un seul jour, ce que lui rapporte sa journée de travail normale. Aujourd'hui, 10 millions de Chinois utilisent la plateforme Zhenjian Kuaidi. Le gigantesque marché de la livraison express explose. 14 milliards de colis livrés en Chine l'an dernier, c'est un bond de 53% par rapport à l'année précédente. Et si Zhenjian Kuaidi était la success story de demain? La jeune start-up pourrait alors rêver de devenir l'un des géants chinois de cette nouvelle économie. Ceux qui font trembler la planète comme Lenovo. Il a croqué la branche ordinateur d'IBM pour devenir le premier constructeur de PC au monde. Xiaomi, après 5 ans d'existence seulement, elle vaut déjà 46 milliards de dollars. Et c'est le 3e fabricant mondial de smartphones. Ou encore Baidu, le moteur de recherche concurrent de Google, l'un des sites les plus consultés en Chine. Les voilà les porte-drapeaux de la toute-puissance économique chinoise. Leurs patrons, encore méconnus chez nous, sont les nouveaux héros d'un pays qui est entré de plein pied dans la 3e révolution technologique. Grâce à son innovation sur le marché de la livraison, le jeune start-upper, créateur de Zhenjian Kuaidi, vient de lever 15 millions de dollars auprès d'investisseurs chinois. Simon Sun est le vice-président de Gobi Partners, une société chinoise de capital risque qui a injecté plus de 200 millions de dollars dans les startups ces dernières années. Sa mission, repérer les talents précoces qui changeront le monde de demain.
Ce pionnier des ventures capitalistes en 2002 n'est plus le seul sur ce marché. La concurrence est de plus en plus rude pour financer les pépites. Aujourd'hui, il y a près de 1000 fonds de capital risque à Pékin. Et c'est sans inclure les cellules de corporate venture des grands groupes. Donc on a beaucoup d'investisseurs qui se font concurrence pour les meilleures affaires. Et si l'une des meilleures affaires, c'était à lui qu'on la devait? Huang Guangming a levé 2 millions de dollars en 2012 pour fonder MomentCam. Son invention, un gadget qui fait fureur. Une application mobile qui vous permet de transformer votre visage en dessin ou en émoticône. Démonstration. Vous choisissez garçon ou fille. C'est très simple. L'appli convertit aussitôt votre visage en dessin. Ensuite, vous pouvez choisir le visage. Par exemple, je peux choisir une autre coiffure qui me convient mieux, un visage joyeux, en colère, ou d'autres expressions rigolotes. Dessin qui ensuite peut être animé et partagé sur les réseaux sociaux, voire même imprimé. Dès son lancement en 2013, MomentCam a connu un succès fulgurant en Chine d'abord, mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est 200 millions de téléchargements sur la planète. Et le réseau social planétaire, Facebook, avec son 1,4 milliard d'utilisateurs, l'a désigné application de l'année 2014. Comment rêver d'un meilleur tremplin pour démarrer? Huang Guangming a fait ses classes chez Microsoft aux États-Unis. Pourtant, il a fait le choix de revenir dans son pays, attiré par des coûts immobiliers et de main-d'œuvre plus intéressants, mais pas seulement. Toute l'équipe vient de Chine. Nous avons ici toutes les ressources nécessaires pour assurer notre développement. Nous avons choisi d'installer le siège de notre entreprise à Pékin parce que c'est là que se concentrent la plupart des sociétés high-tech chinoises. Et particulièrement dans ce quartier de Zhongguancun. Il ne ressemble pas à grand-chose et pourtant nous sommes bien ici, au cœur de la Silicon Valley, Made in China. Ancien quartier dédié à l'électronique bon marché, il est devenu la vitrine de la nouvelle économie. Avec un lieu, ce garage café tout droit sorti de Californie, qui incarne le symbole de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Pour le prix d'une boisson, il est possible ici de faire du coworking et même de vendre son projet sur scène à des investisseurs. Le quartier tout entier est en fait gagné par la fièvre des startups. Il y en a déjà 20 000 et il s'en crée 3 000 nouvelles par an. Alors, quelle est la recette de ce miracle pékinois? À Pékin, il y a plus de 80 universités et un nombre incalculable d'écoles qui forment des professionnels de la high-tech. Environ 1 million de diplômés en sortent chaque année. Et Pékin attire des talents de toute la Chine. Tous les ans, plus de 2 millions de personnes s'installent ici. Alors cette jeunesse qui arrive apporte beaucoup d'idées nouvelles dans la ville. Un vent de folie souffle donc sur l'économie chinoise administrée. Pékin vient d'investir au début de cette année 6,5 milliards de dollars dans les startups. Et pour faciliter leur démarrage, l'État propose des incitations fiscales et allège même la bureaucratie, une mini-révolution culturelle. La ville de Shanghai a été complètement remodelée par la nouvelle économie. Il faut bien comprendre qu'il y a une trentaine d'années, c'était la campagne ici. Aujourd'hui, le Jiangjiang Park, où je me trouve, abrite 2500 startups et c'est un des plus gros incubateurs de la ville. Difficile d'évoquer la puissance de l'empire du milieu sans s'attarder sur le phénomène Alibaba. La plateforme de e-commerce basée à Hangzhou a traité l'an dernier 248 milliards de dollars de transactions. C'est davantage qu'Amazon et eBay réunis. Alors, direction Hangzhou, sur la côte, à 2 heures de route d'ici, pour comprendre comment le fief d'Alibaba est devenu la capitale mondiale du e-commerce. Réputée jusqu'à présent pour son lac et sa vieille ville typique, Hangzhou est aujourd'hui célèbre pour être la ville d'Alibaba. Start-up née en 1999, c'est aujourd'hui le numéro 1 du e-commerce en Chine. Pour son introduction en bourse, le mastodonte est allé défier les Américains sur leur terre, à Wall Street. Un moment historique dans ce temple des traders. La capitalisation a atteint dès le premier jour le montant record de 232 milliards de dollars, soit plus que Facebook, du jamais vu à New York. Derrière cette fulgurante réussite, cet homme, un modeste prof d'anglais.
Jack Ma, né sous Mao. Un destin hors norme. Pionnier du web dans son pays, autodidacte avec 60 000 $ en poche, il a bâti un empire. Et ce Steve Jobs chinois est devenu l'une des plus grosses fortunes de la planète. Personnage charismatique, énigmatique qui fuit les médias, les caméras sont indésirables à l'intérieur de ses murs. Alibaba emploie 35 000 salariés. Le géant forme à Hangzhou des flopées de jeunes cerveaux, des bataillons de jeunes start-upers en puissance qui ensuite se lancent dans leur propre aventure. Comme Yue Chuchang, 34 ans. Cet ancien d'Alibaba a cofondé Mogujie en 2011, un site de vente en ligne spécialisé dans la mode. Chaque jour, le patron s'autorise une pause jeu vidéo avec ses employés, l'esprit start-up. Le reste du temps, il gère une entreprise évaluée aujourd'hui à 1 milliard $. Une licorne chinoise. Quand j'étais chez Ali, je savais déjà quel job m'attendait dans 2 ou 3 ans. Je trouvais ça trop déprimant. J'avais envie de créer quelque chose, de me lancer dans l'inconnu et de saisir de nouvelles opportunités. Mogujie, c'est 600 employés, 5000 marques proposées. 70% des achats s'effectuent via l'application smartphone. Inconnu il y a 3 ans encore, le site compte aujourd'hui 85 millions d'utilisateurs. Ces vêtements nous sont envoyés par nos fournisseurs. Notre équipe d'acheteurs est chargée de les essayer. Il y a 3 personnes qui testent et vérifient les produits. Nos coups de cœur sont ensuite mis en avant sur notre page internet et sur l'application. Ils apparaissent dans la rubrique « Nos recommandations ». Le site mise sur la communauté, essentiellement des femmes, jeunes, urbaines et branchées, comme Pingu, 29 ans. Chaque midi, pendant sa pause déjeuner, elle se connecte sur le site. Quand quelque chose me plaît sur Mogujie, je peux le sélectionner, le partager avec mes amis et en discuter avec eux. C'est exactement comme faire du shopping avec des amis, mais pas dans une vraie boutique, dans un magasin numérique. Le vrai plaisir du shopping, c'est de se promener dans les boutiques. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu achètes, c'est l'expérience. Mogujie réconcilie le réseau social et le e-commerce. Les utilisatrices peuvent faire leurs achats, mais aussi échanger leurs impressions sur les vêtements. C'est ça notre différence. Mogujie cherche aujourd'hui à lever 300 millions $. Non pas encore pour attaquer les marchés étrangers, mais pour se renforcer sur le marché chinois et ses 650 millions d'internautes. Laijie connaît bien lui aussi la maison, puisqu'il est un ancien d'Alibaba. D'ailleurs, on le retrouve devant le siège situé dans la banlieue de Hangzhou, une forteresse de 15 hectares. Ici, c'est le centre de recherche et développement. J'ai démissionné en 2011 après avoir travaillé 4 ans chez Taobao, la filiale C2C d'Alibaba. J'étais chef de produit et responsable marketing. En 2012, Laijie a revendu ses actions Alibaba 81 000 $ pour monter Tribert, une start-up qui offre des solutions Wi-Fi gratuites aux zones commerciales, gares et aéroports, partout en Chine. Mais à Hangzhou, on ne coupe jamais vraiment le cordon avec Alibaba. Alors pour son activité, Laijie a dû s'associer avec Alipay, une application de paiement en ligne, propriété du groupe Alibaba. En passant devant ce café, j'ai reçu une alerte qui m'a dit « Ici, dans le café Mama, je peux payer avec Alipay. Je sais donc qu'il y a du Wi-Fi gratuit. Je me connecte au Wi-Fi et je tombe sur le portail de Tribert qui permet de recevoir les offres spéciales proposées par ce café sur Alipay. Cela permet d'amener de nouveaux clients au café. Ils utilisent Alipay pour régler la note. Et nous, on touche une commission à chaque paiement. Voilà comment tout le monde y gagne dans notre ménage à 3. Tribert compte aujourd'hui 100 000 bars et restaurants connectés à son réseau et 120 salariés. Pour l'accompagner dans son aventure, Laijie a choisi des valeurs sûres, 2 anciens d'Alibaba, comme lui. Lui, c'est Su Ying. Il était développeur chez Alibaba. Et voici Luke, il travaillait au marketing. Et pour mener leur aventure, ils peuvent compter sur un investisseur de choix qui possède aujourd'hui 10% du capital de l'entreprise, Alibaba bien sûr. Omniprésent, omnipuissant. La Chine, on vient de le voir, c'est le premier marché e-commerce du monde. Dans l'industrie du web chinois, les opportunités sont immenses. Alors, sans surprise, les étrangers s'y intéressent.
Un Eldorado pour la crème des entrepreneurs et des développeurs qui affluent ici des États-Unis, mais aussi d'Europe, notamment de nombreux Français qui tentent l'aventure chinoise. Je suis allée rendre visite à l'atelier de Shanghai qui assure une veille permanente sur les startups. Je suis à présent en compagnie de Renaud-Édouard Barraud qui dirige l'atelier à Shanghai. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de start-upers français ici en Chine? Alors c'est vrai que les Français sont une des plus grosses communautés européennes sur Shanghai, mais la plupart viennent d'entreprises assez traditionnelles, industrielles ou cosmétiques ou luxe, évidemment. Alors les Français qui travaillent dans le digital ici, quel type d'études est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils viennent chercher justement à Shanghai ou en Chine plus globalement? Alors on peut dire qu'il y a deux typologies de Français. Il y a une typologie école des Gobelins, école de design de Nantes par exemple, qui maîtrise la partie interface, qui maîtrise le joli, le beau, ce qu'on attend finalement de la France, le beau. Et après il y a une autre typologie, ce sont des gens qui viennent avec des industries et qui connaissent le métier, qui connaissent par exemple la partie hôpitaux, qui connaissent la vente de machines-outils et qui vont utiliser ce savoir pour le transférer dans une start-up avec des gens qui eux vont faire les interfaces. Quelque chose qui peut vraiment très bien marcher, c'est finalement aussi ce qui marche en France. Donc par exemple tout ce qui correspond au big data. Ici on a des e-commerçants qui sont monumentaux, bien plus gros que les Américains, mais ils n'ont pas non plus beaucoup de profils de data scientist par exemple. Donc ce type de profil très très pointu peut intéresser les Chinois. Donc c'est ça, on ne peut pas venir en Chine en disant juste je code, ça ne va pas fonctionner. Dernière question, quel conseil donneriez-vous à des Français qui ont envie justement de venir rejoindre la communauté des Français ici à Shanghai? Alors première chose effectivement c'est d'aller voir LinkedIn parce que les Français utilisent LinkedIn ou Viadeo, effectivement pas oublier Viadeo qui est en Chine, mais donc d'aller sur les réseaux sociaux et de poser des questions. La communauté française répond en général, donc ça c'est la première chose à faire. Après c'est de ne pas rester trop attaché à la communauté française. C'est de s'en servir comme levier, mais très vite d'aller se mettre dans des universités pour apprendre le chinois, ça c'est indispensable, on ne peut pas faire l'impasse sur le chinois. Ou alors dans ce cas-là on peut aller à Hong Kong, ça va beaucoup plus vite. Et donc de se mettre dans des communautés chinoises, d'aller voir les meet-up de start-up chinoises même si on n'y comprend rien, parce qu'on va peut-être trouver des gens qui parlent un petit peu anglais, ça, il y en a de plus en plus quand même. Et donc c'est ça, c'est de prendre appui sur la communauté française, mais de très vite s'immerger dans la communauté chinoise. Merci beaucoup. Merci. Pollution généralisée, scandale sanitaire à répétition, la santé en Chine est un sujet très sensible. Conséquence, les patients se ruent sur Internet pour choisir leur médecin et sélectionner leurs hôpitaux. Et un jeune Français trentenaire, Sébastien Gaudin, a bien senti le coup en créant la start-up The Care Voice. Elle note les acteurs du monde médical pour mieux identifier les plus fiables. Regardez. Une course pour la bonne cause dans un parc de Shanghai. Les fonds récoltés sont destinés à la recherche contre le cancer du sein. Parmi les 3000 coureurs, entouré par son équipe, Sébastien Gaudin, un Français, qui a chaussé les baskets pour faire connaître sa start-up. C'est l'occasion de donner des petites serviettes, soit de course pour que les gens s'essuient le visage, etc. Enfin voilà, c'est un petit geste et en même temps ça permet d'avoir plus de gens qui entendent parler de ce qu'on fait à Care Voice. Après 12 ans chez Sanofi, dont 3 à Shanghai, ce pharmacien de formation a décidé l'an dernier de faire le grand saut en créant The Care Voice. Avec ses 6 employés, il s'est donc installé dans l'un des incubateurs de la ville. Son innovation, créer la première plateforme de partage d'expériences dans le domaine médical, dans un pays où une grande partie de la population n'a plus vraiment confiance en son système de santé. En clair, avec son application The Care Voice, il est possible de noter les prestations des hôpitaux afin de trouver l'établissement le plus sûr ou le plus moderne pour tel type de traitement ou telle pathologie. Démonstration dans un quartier de Shanghai, près de l'un des 1000 hôpitaux recensés par la plateforme. Donc en fait là on est sur l'application, je cherchais cet hôpital pour enfants. Donc on localise un certain nombre d'hôpitaux autour, mais effectivement cet hôpital là plus particulièrement pour enfants qui a 150 avis publiés par des patients qui sont venus bénéficier de leurs soins, pour lequel effectivement on peut regarder plus en détail. Et si c'est sur un créneau du matin, il faut environ 20 minutes pour obtenir un médecin. On voit les notations générales qui sont très bonnes dans cet hôpital sur l'infrastructure, sur la propreté de l'établissement. Outre les hôpitaux, les médecins peuvent être également notés sur The Care Voice. Et curieusement, la démarche est plutôt bien accueillie. En Chine, les médecins sont reconnus parce qu'ils sont dans un hôpital, mais il commence à y avoir de plus en plus de mouvements. Et finalement, le médecin, pour pouvoir continuer à rayonner et attirer des patients, il va pouvoir, en accumulant des avis positifs, aussi servir son activité libérale qui se développe. L'équipe veut aussi faire de Care Voice un outil pour les établissements de santé. Les commentaires récupérés sur la plateforme sont analysés et proposés sous forme de rapports facturés aux hôpitaux. Aujourd'hui, Robin, commercial de l'équipe,
a rendez-vous dans une maternité chic de Shanghai pour présenter l'un de ses fameux rapports. Il est reçu par la gynécologue en personne. We got in 4 hours like 30 responders, which enable us to analyze a first critical amount of reviews. 85% of your patients are very satisfied with the accurate diagnosis or thorough examination. If we look at the communication and the listening attitude of the physician, it's around 70 and 75% of your patients who are very satisfied. La vraie différence entre le service interne d'un hôpital et notre plateforme, c'est qu'elle est complètement transparente, ouverte, indépendante, et que donc nos utilisateurs peuvent totalement avoir confiance dans les commentaires qui ont été postés sur la plateforme. Il est important de prendre soin de nos patients en tant que personnes, bien au-delà du diagnostic, du traitement et du travail en laboratoire. L'intérêt d'une plateforme comme celle-ci, c'est qu'on sait systématiquement comment le patient a vécu et ressenti la prise en charge. Très vite, Robin va relancer la maternité pour la convaincre de s'inscrire sur la plateforme CareVoice, en attendant de lui proposer aussi la publication de contenu médical payant. Il faut dire que les patients de la clinique représentent le cœur de cible de CareVoice, à savoir des femmes jeunes, issues des classes moyennes, de plus en plus en demande d'informations concernant leur santé et celle de leurs enfants. Pour l'instant, la plateforme cible la ville de Shanghai. Sébastien souhaite ensuite conquérir Pékin et vise 250 000 utilisateurs à la fin de l'année et 40 millions à l'horizon 2018. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous quitte avec derrière moi ces gratte-ciel de Pudong, symbole d'une Chine fière d'elle et de son avenir. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour d'autres startups qui inventent un nouveau monde. À bientôt. 再见。